Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir chez vous qui me suivez à Brazzaville et partout à l'étranger. En tout cas, bonne santé chez vous. Surtout, restez chez vous. 10 jours après l'observation du confinement décrété par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le constat fait est quelque peu alarmant au regard du comportement des citoyens congolais qui, au quotidien, n'arrêtent de braver les mesures de protection sanitaire prises par l'autorité de la République. Ceci malgré les risques de contagion et de morts constatés partout dans le monde. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, puisqu'il s'agit d'une urgence de santé dans la lutte contre le Covid-19, un regard sérieux et patriotique surtout nous paraît très nécessaire pour scruter aujourd'hui la plupart des raisons qui font barrière à ces mesures. Pour se faire donc, j'ai reçu sur ce plateau, vraiment des gens qui ont de la volonté en cette période où le pays est en alerte, qui vont tenter ensemble avec moi de scruter la chose afin de nous parler. J'ai donc à ma droite le ministre Alain Akwala Atipol. Bonjour monsieur le ministre. Bonsoir et merci de me recevoir. En tout cas, beaucoup de respect pour votre disponibilité surtout. Écoutez, c'est un devoir civique. Merci, monsieur le ministre. Duguin Kalamika Nikala, tu es président de l'ONG Éveil d'Afrique. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Merci et bonsoir, monsieur le ministre. Christian Bouanga, juriste. En tout cas, une fois de plus, merci de parler au Congolais. C'est moi qui vous remercie de cette disponibilité. Vous également, que vous avez toujours à recevoir ceux qui sont mus par l'idée d'un partage avec les téléspectateurs. Alors, comme venait de dire monsieur le ministre d'abord dans l'entrée de jeu, c'est dans le but de parler à cette opinion, c'est dans le but de combattre ensemble avec la République, c'est dans le but surtout de faire de la pédagogie à la population, c'est aussi dans le but de poser les problèmes que vivent nos patriotes, pourquoi pas nos citoyens, au regard des mesures prises par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Nous partirons donc d'un constat, monsieur le ministre. Voilà, comme je l'ai dit, 10 jours que nous sommes confinés. Vous êtes un homme du dehors, il faut le dire. Vous êtes un homme du dehors, vous êtes sur les artères, par le courage que vous avez, vous faites le constat comme tout le monde. Sur les artères, dans les marchés, dans les bus, constatons un peu dans les quartiers. Quel constat, quelle lecture faites-vous de l'application de cette mesure? Bien, d'abord, je voudrais rendre hommage ici à Sonny Bina, un congénère, qui a été le directeur général de cette première chaîne privée donc, du Togo. Et je pense qu'il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de notre histoire médiatique. Et à travers cette chaîne, donc le promoteur a été, je crois, un visionnaire lorsqu'il a décidé de mettre cette chaîne en route. Le constat que nous faisons 10 jours après les mesures décidées par le chef de l'État. Il ne faut pas se voiler la face. Le constat est, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, on peut considérer que dans la partie brazzavilloise, où il y a, on va dire, une organisation sociale, citadine, sur le plan même de l'urbanisme, où c'est encore des quartiers, si j'ose dire, on constate que les artères sont un peu vides. Mais il y a quand même des personnes devant les parcelles, Petit Poto, Plateau par exemple, Bakongo, etc. Mais là où il y a la plus grande partie, la plus grande proportion des habitants de notre ville, que ce soit du côté du marché Bourreau, que ce soit du côté de Bifouitier, que ce soit du côté du Djoué, du côté de Talangaï, Mikalou, Tangambanzi, Jacopango, alors là, ce n'est pas facile. Ah oui. Voilà, ce n'est pas facile, le constat est amer. Mais ça s'explique aussi par la manière dont notre société est organisée. Merci bien, monsieur le ministre. Monsieur Yuga. Oui, je m'inscris un peu dans la vision du ministre. Il faut déjà... Appelez-moi M. Akwala, hein, c'est merci, donc je dirais M. Akwala. Donc je m'inscris dans la vision de M. Akwala. En fin de compte, il fait là une analyse qui est vraie. Il faut noter que le Congolais ou l'Africain en général, par sa culture bantou,
arrive difficilement à supporter un confinement. Ça, il faut le noter. Nous avons ici toujours grandi avec cette mobilité un peu plus élargie. Le vivre ensemble, partiellement disant, c'est-à-dire qu'on aime... J'ai besoin de votre voix pédagogique. On aime bien se balader, rencontrer la famille, échanger. Mais vous savez, malheureusement, la situation mondiale nous impose l'urgence sanitaire dans ce confinement. C'est vrai, c'est difficile à supporter, c'est difficile à accepter, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu un peu apocalyptique de suivre les informations dans le monde. C'est 1000 morts à gauche, 2000 morts à droite. Mais après, il faudra sensibiliser le Congolais. Vous savez, M. Kilas, nous avons cette culture où nous disons jadis, c'est jusqu'à présent. En guillemets, le noir ne meurt pas de microbes. Et il y a même aujourd'hui des gens qui pensent que c'est une maladie qui touche que les blancs. Et nous, les noirs, nous sommes épargnés. Et là, c'est un faux raisonnement. Et nous avons, nous, les communicateurs, les acteurs de la société civile, nous avons vraiment ce rôle-là de sensibiliser, de communiquer avec les mots et les phrases les plus simples. Sinon, je peux dire que le confinement sur le plan général de la ville de Brazzaville, c'est vrai que je ne sors pas trop, mais via les réseaux sociaux et les témoignages de certains amis au téléphone, c'est pas vraiment respecté. Nous allons voir les 10 prochains jours. Alors, M. Bonga. Ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que cette maladie fait de nombreux morts. C'est que jusqu'à ce jour, aucun protocole clinique, n'est-ce pas, n'a été arrêté de manière définitive pour guérir cette maladie, ce de par le monde. Cette maladie tue en Afrique, elle tue en Amérique, elle tue en Europe. Donc il est clair que suis-je, si par extraordinaire mon comportement désinvolte, n'est-ce pas, pourrait m'exposer à la maladie, ai-je pour autant le droit d'exposer également ma famille? C'est irresponsable. C'est extrêmement irresponsable. Malheureusement, partout les gens se baladent. Le semblant, n'est-ce pas, de réduction de la circulation des individus est dû, pour ma part, au constat de ce que les transports en commun ne sont pas en activité. Taxis, bus, etc. Mais vous remarquez une chose, dans toutes les grandes villes du monde, la plus grande part de la flotte automobile est composée de taxis. Vous êtes à New York, c'est essentiellement du jaune que vous verrez, comme couleur de véhicule. Il est constaté que de manière générale, n'est-ce pas, les grandes agglomérations urbaines sont majoritairement déplacées grâce aux moyens de transport en commun. Aujourd'hui, les moyens de transport en commun ne sont pas en activité, parce qu'ils sont facilement reconnaissables par leur couleur, parce que justement, il est possible d'appliquer plus facilement à cela des pénalités, et donc que les taxis et les bus sont à la maison. C'est ce qui donne l'impression, à mon sens, qu'il y a une certaine compréhension, n'est-ce pas, de la nécessité de se confiner. Or, malheureusement, non. Et c'est ce qui est extrêmement grave. Oui, vous constatez. Les gens se baladent tranquillement. Les gens oublient que ces mesures qui ont été prises n'ont pas été prises parce que l'État, pour reprendre cette expression que j'ai déjà utilisée quelque part, veut affirmer son pouvoir. Non, parce que l'État se soucie des populations. L'État est en contact, n'est-ce pas, avec des informations lui permettant de dire que la situation est extrêmement gravissime. Et on riposte pour l'instant. Pour l'instant, l'État n'a pour riposte que ces mesures de confinement, n'est-ce pas, à domicile qui ont été décidées, des tas d'urgences sanitaires relayées dans la soirée, n'est-ce pas, par un couvre-feu. Nullement parce qu'on a l'intention de brider les libertés individuelles, bien au contraire parce que c'est la seule solution efficace, raisonnable, tout au moins à l'instant, contre cette dangereuse maladie. Et il faudrait vraiment que les Congolais puissent en prendre conscience. Vous savez, le fait qu'on ne voie pas circuler les bus et les taxis est une démonstration quand même de l'esprit civique des Congolais, des responsables justement de ces moyens de transport, qui ont respecté la pensée. Maintenant, nous pouvons effectivement épiloguer sur les conditions de respect de ce confinement, surtout les conditions socio-économiques. Et si vous faites le profil de l'homo economicus congolais, je ne pense pas que nous puissions atteindre 50% de la population qui puisse vivre, j'allais dire, dans les conditions d'une classe moyenne comme nous autres. Tout le monde sait que la majorité de la population du Congo vit, j'allais dire, avec 1 ou 2 dollars par jour. Ce sont des statistiques internationales. Et lorsque des grands pays tels que les États-Unis, l'Europe, etc., ont du mal justement à faire face à cette pandémie, eh bien, à plus forte raison, nous, en Afrique et au Congo.
où la construction, les constructions sociologiques de nos pays ont été faites de manière un peu, j'allais dire hasardeuse. Un peu anarchique aussi. Ou anarchique. Chacun qui construit à sa manière. Avec des pays, vous parlez du Congo, où il y a des constructions, des destructions, des reconstructions, parce que nous avons une histoire politique, il faut le dire, qui est totalement, j'allais dire, chaotique. Voilà. Donc, moi, je ne condamnerai pas ces populations. Je serai à leur place, je ferai la même chose. Je serai un Cheikh du beach, je ferai la même chose. Je serai un petit ferronnier du marché bourreau à Bakongo, je ferai la même chose. Ce n'est pas parce que je suis, j'allais dire, ontologiquement indiscipliné, mais c'est parce que je suis dans la survie. Et en plus, il faut aussi se dire une chose, c'est aussi une espèce de cliché que nous appliquons tous au point de vue du raisonnement. Les gens vous disent, mais vous savez, avec tout ce qu'on a vécu, le coronavirus c'est quoi? On a vécu le 5 juin, on a vécu le 90. C'est ce qui se dit. Non, mais c'est ce qui se dit. Il faut être dans la société. Voilà. Il ne faut pas être hors sol. Voilà. Il faut être dans la société. On a vécu le 5 juin, on a vécu le 98, bon, et puis vous savez, hein, le 4 mars. Le 4 mars, avec la vie que nous vivons, bon, mourir, ça peut être une délivrance. Donc il y a une sorte de fatalisme macabre des populations. Et ça, c'est grave lorsqu'un pays se retrouve avec une population qui n'a plus du tout de perspective optimiste de l'avenir et qui accepte une espèce de condition sociale, j'allais dire, suicidaire. Alors, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas de scientifiques avec nous. Nous avons des professeurs dans le pays qui ont fait... c'est le dernier plat, j'avais fait un plateau là. Avant. Exactement. Alors, moi, ce que je crains, c'est que, justement, lorsqu'on parle de ces Noirs qui meurent pas aux États-Unis, c'est les Noirs qui meurent le plus. C'est plus, le pourcentage le plus élevé. La communauté afro-américaine. Justement, c'est... Même à Londres, hein. C'est la communauté qui est vraiment véritablement touchée. Maintenant, s'il y avait un scientifique, on aurait pu peut-être lui poser la question, parce que là on est obligé de s'approcher à tout élément d'espoir pour se dire, bon ok, nous sommes dans des situations de confinement extrêmement difficiles, mais il y a quand même, alors un homme qu'on peut considérer comme un savant, qui a fait une déclaration que je considère un peu optimiste, toute proportion gardée, pour l'Afrique. C'est le professeur Raoult qui a quand même fait une déclaration, disons que, parce qu'il est en train de gagner plus ou moins sa bataille utilisée sur la chloroquine. Alors, il estime que les Africains, peut-être qu'il n'y aura pas le même choc, parce que, bon, ils sont habitués depuis leur enfance, à consommer de la nivaquine. Je me rappelle, lorsque nous étions gamins à l'école, ce n'était pas de votre époque, nous, quand on était au CP1, CP2, C1, C2 jusqu'au CM2, il y avait régulièrement... Même en liquide. Voilà, il y avait et régulièrement... comme bébé né en Afrique, je vous en prie, c'est d'abord la sirop-nivaquine. Il y avait donc régulièrement des consommations de sirop-nivaquine, consommation d'une espèce de liquide gluant contre les ascaris, etc. Donc, c'était fait régulièrement. Et ce sont des choses que nous avons abandonnées. Et ce sont des choses qu'il faudra revoir. Alors, le professeur Raoult a dit cette chose-là. Il faudrait peut-être qu'on regarde avec les scientifiques sur quoi ça s'appuie et sa réflexion se fonde sur quoi. Mais non, au-delà de tout cela, nous ne sommes qu'à 10 jours sur les 20 qui restent. C'est sur le 20. Ce que je crains, c'est que dans l'évolution de la courbe, on l'a vu dans tous les pays du monde, c'est autour des premiers 30 jours, qu'on sent la courbe monter. Alors, c'est là mon inquiétude. Si nous avons demain, dans Brazzaville, 500, 600 personnes qui se retrouvent atteintes, comment allons-nous faire? Déjà, au niveau de la communauté congolaise qui est sur la France, il y a peut-être déjà une trentaine de personnes qui sont décédées. Mais ces compatriotes-là vivent dans un environnement médical de premier niveau. Alors, comment ça se passera chez nous? Il n'y a pas longtemps, je vais terminer par là, j'étais au CHU, voir un ami qui est hospitalisé pour d'autres raisons, pas pour le coronavirus. Je dois ici dire que nous devons saluer le dévouement du personnel médical. C'est vrai qu'il y a quelques anecdotes qui disent que certains se sont plus ou moins mal comportés, mais ce sont des personnes. C'est des humains. Ce sont des humains. Il faut les protéger. Il faut équiper le personnel médical
de tous les équipements nécessaires justement pour les sécuriser par rapport justement à cette pandémie, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital, alors la première chose c'est on suspecte d'éventuellement le coronavirus. Quand j'ai rencontré ces personnes-là, notamment les infirmières, on m'a dit ah vraiment Mokonzi, Lobana Mokonzi, Bakipe Bisso. Donc il faut saluer vraiment ce développement. Pour le reste, il y a un travail de pédagogie, il y a un travail, j'allais dire, d'implication sociale. Lorsqu'on arrive à des responsabilités publiques, c'est en temps de crise qu'on doit démontrer sa capacité de leadership. On y arrivera. C'est pas en temps de paix. On y arrivera. C'est très capital ce que vous avez évoqué. Et quand vous avez dit ça normalement, on avait terminé l'émission. Ah bon? Merci, monsieur. Ah oui, non, mais je suis désolé. Non, il y a un frère qui voulait parler. C'est une belle synthèse que vous avez eu à faire. Je voulais revenir un peu sur l'orthodoxie même de notre thématique. Nous n'allons peut-être pas aborder les raisons pour lesquelles... Non, j'arrive. Je reviens sur les raisons. Voilà. Donc, je reviens sur les raisons. Au regard de tout ce que vous avez évoqué, c'est vrai, c'est ce qui se constate. Mais puisque nous scrutons, nous donnons de la matière au pouvoir public, on va essayer de régler le tir. Voilà. Alors, on peut s'interroger. Quelles sont les raisons qui font à ce que le Congolais reste insensible sur une question de protection vie, alors qu'il s'agit de sa vie? Monsieur le ministre, permettez-moi, il a abordé déjà dans ce sens. Non, chez moi, c'est une question d'habitude. Bon, il a été, moi j'assume ça comme ça. Alors, donc, quelles sont les raisons? Oui, je vais tirer un peu d'un côté. Tout à l'heure, nous avons vraiment jeté la table sur les populations, mais il faut comprendre une chose. Vous savez, un confinement est plus facile lorsque vous avez un certain confort. Je ne parle pas d'avoir un palace, mais un certain confort. Appartenir, je pense, à une situation, une catégorie moyenne. C'est-à-dire que vous avez l'électricité en permanence, vous avez l'eau, vous avez donc la facilité de faire des provisions et je pense de garantir le temps ou le temps du confinement. Aujourd'hui, le matin, lorsque moi je fais un tour chez l'épicier du coin, la boutique du coin, quel est le scénario ou le spectacle que je vois? C'est des mamans avec des brouettes, avec des vivres, qui sont à la recherche, à la quête de l'électricité pour placer ces vivres dans des congélateurs. Et de l'autre côté, vous avez des jeunes avec des pousses à la recherche de l'eau. C'est-à-dire deux éléments essentiels pour la réussite d'un confinement, mais qui sont très souvent aux abonnés absents. S'il vous plaît, vous savez, le Congolais a une rigueur lorsqu'on entend couvre-feu. Il entend un discours, il y a strict rigueur et l'implication de la police, des hommes. Mais je ne vais pas revenir sur cette anecdote qui dit que le ventre affamé n'a pas d'oreille. Il faut comprendre une chose, que la population congolaise, ou congolaise en général, n'est pas en majorité une population à revenus salarial. Pas tout le monde n'est pas fonctionnaire. Il faut penser à l'informel. Tout à l'heure, M. Akwala parlait du Chégué. Moi, je parle du contrôleur, du chauffeur, de la servante des, comme on a communément appelé CAV et VIP bar, qui aussi vont se confiner. Le premier jour, au 5e jour, au 6e jour, et après on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis pour le confinement. Ça freine la propagation du virus. Mais faisons un bon confinement si nous pouvons régulariser la stabilité de l'eau et de l'électricité. Je pense qu'à ce moment-là, le Congolais va s'auto-discipliner et nous allons réussir ce confinement. Ce confinement s'impose. Il faut rappeler que tout animal, n'est-ce pas, dont l'homme fait partie, avec la possibilité d'être un animal social, mais un animal redoutable. Extrêmement. Le plus dangereux de toutes les espèces même, ému par l'instinct de survie. Et c'est ce qu'il faut que l'on tente d'expliquer. Qu'est-ce que l'instinct de survie? Si cet instinct de survie, justement, mettre les gens en mouvement, parce qu'ils vont rechercher du pain, ce qui n'est que normal, parce qu'ils vont rechercher de l'eau, ce qui n'est que normal, c'est naturel, parce qu'ils sont en train de chercher des moyens de conservation, n'est-ce pas, de vivre à deçà, de s'assurer, n'est-ce pas, un repas sur une certaine durée, ce qui n'est que normal. Mais cet instinct de survie devait également les inciter à se poser la question de savoir comment me mettre en mouvement sans pour autant mettre ma vie en danger, puisque ce coronavirus, lui, est extrêmement nuisible, en mesure d'emporter la vie, n'est-ce pas, dans les délais de 14 jours. Voilà le problème. Le constat, il est clair.
n'est-ce pas, il est clair que l'informel l'emporte sur un bon nombre d'activités. Il est clair que beaucoup de Congolais vivent au jour le jour. Il est clair que des gens sont dans des situations de précarité, n'est-ce pas, matérielle, financière, sociale, qui font qu'elles ne peuvent pas assumer, n'est-ce pas, leurs besoins existentiels les plus élémentaires en étant enfermés entre quatre murs. Mais les mesures prises n'interdisent pas d'aller à la recherche, n'est-ce pas, des biens essentiels. Mais il est clair que les mouvements de population devaient se limiter à la recherche des biens essentiels. Je prends un exemple. Je suis cordonnier. Prenons cet exemple. Je vis tous les jours du rafistolage de chaussures, n'est-ce pas, qui me sont apportées au coin de la rue. Nous sommes en situation de confinement. Est-il impossible pour ce cordonnier d'avoir la discipline qui consiste à dire je m'en vais pointer 2 heures à mon point ordinaire de service, une fois que j'aurai obtenu le minimum qu'il me faut, n'est-ce pas, pour nourrir ma famille, je rentre chez moi, ce qui limiterait déjà une exposition à l'extérieur. Vous avez parlé du coût de la vie, vous avez parlé du niveau de la vie du Congolais. Les salaires, certes, ont été payés, mais la plupart, c'est des gens qui vivent de la manœuvre, de la manutention. Permettez-moi le terme. Donc aujourd'hui, ce qui est constaté sur le terrain, ça c'est nous journalistes qui avons gagné. La force publique, devant chaque barrage, n'arrive pas à communiquer. La force publique passe le temps à contrôler plutôt les voitures donc, et les motos, comme s'il s'agissait d'une opération de contrôle des motos. Cependant, lorsqu'on contrôle les voitures, vous avez une trentaine de piétons qui passent pour rejoindre ce que vous dites, sans être informés. Il n'y a pas de pédagogie. Il y a donc problème au niveau de la force publique. Et ce qui est le plus grave, ce qui est regrettable pour nous, c'est notre force publique. C'est des parents, ils sont dans des foyers, ils sont sans barrette. On risque de vivre une contamination dans le milieu de la sécurité nationale. Ça, c'est un problème vraiment que nous avons constaté partout. Depuis le boulevard ici jusqu'à la partie nord, du boulevard jusqu'à la partie sud. Les images sont là, c'est lamentable. Est-ce que, je pose la question, est-ce que la police a eu à mouler certains de ces gars pour les lancer dans la population? Sinon, il y a un problème de stratégie. Parce que je ne peux pas croire que, moi, je prends mon exemple, je roule ma moto, j'arrive, c'est moi qu'on contrôle, mais c'est encore à moi de parler à ces populations. Mais où est-ce que vous allez? Normalement, monsieur le ministre de la Communication, le chef de l'État, qui a été éclairé par le gouvernement, il était question, comme Banga venait de le dire, permettez-moi de donner une information, ici c'est la sensibilisation, un mouvement pour une destination précise, selon ces normes établies. Voilà tout le problème, monsieur le ministre. Et ça fait peur. Qui va cadrer sur le terrain? Il faudrait que, malheureusement, les forces de l'ordre de quelques télévisions sont avant tout aussi des situations constituées, n'est-ce pas, de citoyens congolais. Absolument, n'est-ce pas? C'est ça le souci. Ces personnes-là, autant elles sont en charge de faire respecter les directives relatives aux mesures barrières qui ont été préconisées, autant elles-mêmes elles sont exposées dans l'exercice de l'ordre. C'est ça, ce qui s'est passé aussi. C'est dire que à partir du moment où elles ont elles-mêmes conscience de ce que dans l'exercice de cette mission essentielle, n'est-ce pas, elles sont elles-mêmes exposées, elles devraient se rappeler que dans les points où ces personnes ont été placées, n'est-ce pas, elles ont la responsabilité non seulement de faire de la pédagogie, mais également, je dirais, de la répression. La répression, je ne dirais pas physique. Dire à quelqu'un, monsieur, rentrez chez vous, ne passez pas, c'est également de la répression. Sans pour autant, ça, c'est ce qui est vraiment absent excusez-moi, chez nos policiers. Moi, je remets une parenthèse. Moi, j'étais en quarantaine. Je suis rentré de Paris le 19 mars. J'arrive à Maya Maya. Nous sommes encerclés, je ne dirais pas encerclés, mais entourés par des policiers armés avec des masques, des armes. Escortés, c'est la première fois que je sors d'un voyage et je sors par le fret. Étant vivant, je sors par le fret. Escorté par des motards et des véhicules de BJ bien armés. Les forces de l'ordre se tenaient au moins à 20 mètres de nous, sous le cri des injures du personnel aéroportuaire. Je dis, mais pas ta corona, baye, pas ta corona. Mais on a compris qu'il y a un problème. Est-ce qu'on a formé des gens? Vous avez dit un maître mot. La pédagogie. Il faut former. Vous savez, je suis en face d'un agent de police. C'est l'agent de police qui doit m'éduquer. Monsieur, voilà ce qu'il faut faire. Mais si l'agent de police lui-même n'est pas protégé, prenons pour mon cas qui vient de Paris, mais les armes ne vont pas tuer le virus. C'est là encore le problème. Il faut qu'on explique. Il faut ce que j'appelle ça la formation des combattants. Il faut rappeler aux forces de l'ordre leur mission. Et nous sommes en période de crise.
Et pour fermer la parenthèse, toujours dans ce scénario de l'aéroport, nous avons eu des passagers qui ont craqué, c'est-à-dire qui ont pleuré, tout simplement à cause du dispositif militaire qui était mis en place. Et pour jeter là-dessus, rappelle encore, c'est à la désolation de la population, il faut le dire. Les instructions ont été données. La police doit assurer le relais. Un policier en tenue incarne l'État là où il est pour assurer la discipline. Dans la partie nord, clairement, la tenue militaire est devenue un laissez-passer. C'est tout le monde qui n'est même pas en mission qui doit rouler. Quand vous voyez derrière parfois la moto, c'est même ceux qui sortent des shops, ainsi de suite. Heureusement que la police militaire est sur le terrain. Mais qui dit à ces policiers qu'ils ne peuvent pas être contaminés? Mais c'est un piège de faire de la tourisme. Vous savez, on aurait voulu avoir un responsable de la police. Non, je crois que c'est pas une. On n'a pas besoin du responsable, mais nous avons un responsable. Oui, non, vous savez, je vais peut-être faire un petit rappel historique de deux périodes. Il y a la période du parti unique. Le comportement que nous constatons tous aujourd'hui et que nous déplorons des fonctionnaires, des citoyens, de la force publique, etc., était l'apanage d'un pays voisin. Nous, à l'époque, juste dans les années 84, 5, 6, c'était impensable qu'il y ait un policier dans la rue à Brazzaville puisse demander de l'argent à un citoyen. C'était impensable. C'était impensable. Le niveau général de la population, je ne suis pas contre les langues nationales, mais il était rare de voir des banderoles écrites en langue nationale. Nous étions essentiellement francophones, ce qui montrait le niveau général de la culture d'un peuple. Un taux d'alphabétisation à 100%. Bon, c'était lié aussi au taux de scolarisation et d'alphabétisation. Ouais. Mais que s'est-il passé par la suite? Et la force publique, de l'époque, je me souviens, lorsque nous venions assister au défilé du 15 août au boulevard des Armées, aujourd'hui à Frépaoul, nous repartions côte fiers de notre force publique. Ouais. Mais que s'est-il passé par la suite? Mais c'est la déstructuration du pays à travers justement un leadership des leaders politiques qui ont fait que la politique devienne une espèce de manipulation ethnique générale, de complot, etc. Et nous sommes passés par des guerres civiles. Mais quand vous avez une guerre en 93, une autre en 97, 98, et ensuite le pool qui continue comme une espèce de queue de comète, voilà. Mais c'est combien de générations? C'est combien de générations que l'on détruit? Et ces générations sont là. La force publique conforme dans ce contexte-là, qu'on recrute ceux qui n'avaient pas vocation dans leur vie à devenir des militaires, deviennent militaires. Moi, j'ai beaucoup de jeunes comme ça, qui étaient brillants à l'école, mais qui après se retrouvent dans l'armée. À la fin de la guerre, vous leur dites, écoutez, les petits, repartez à l'école. Ils disent non, je ne peux plus. Je ne peux plus m'asseoir dans une salle de classe et qu'un professeur m'engueule. Moi qui fais face à la mort. Voilà. Donc, il y a un vrai problème de fond. Et cette crise, cette pandémie révèle les faiblesses structurelles de notre pays. Très content de l'entendre, monsieur. C'est-à-dire que 60 ans après, nous n'avons pas été capables de construire un État fort, juste, impartial et surtout une nation avec une conscience citoyenne. Absolument. Vous comprenez? Donc ça c'est le problème de fond. Mais non, ce que nous vivons actuellement, alors, essayons de parer au plus précis. Comment faut-il faire de la pédagogie? Moi, je pense que tous ceux qui ont des responsabilités, nous avons 151 députés à l'Assemblée nationale, un certain nombre de membres du gouvernement, des directeurs généraux, etc. Je pense que toutes ces personnalités devraient se mettre sur le terrain, chacun dans sa circonscription, parce que, comme a dit le président de la République, c'est le commandant en chef. C'est une bataille que nous vaincrons. Mais les officiers supérieurs de l'armée, c'est qui? Voilà. Mais ce sont les ministres. Voilà, c'est ça. Ce sont les députés. Voilà. C'est eux qui doivent diriger la troupe. Et la troupe que constitue le peuple. Et on doit aller sur le terrain, dire, chers amis, ce n'est pas comme ça que vous devez faire. On ne peut pas laisser toute la responsabilité
à 2-3 Gugus armés avec GRB, etc. C'est pas eux la responsabilité. Par rapport à ce que vous dites, vous venez de dire, monsieur le ministre. J'ai vu le Premier ministre aller au marché total. Ouais. C'est une excellente chose. Franchement, nous avons salué. Et effectivement, en passant, nous allons, par rapport à ce que vous dites, quand il y a de bonnes volontés, nous devons signaler. Oui. Aujourd'hui, je crois bien hier, c'est passé sur votre TV, les députés du Talangaï se sont retrouvés, ont collecté de l'argent, ils ont fabriqué à travers les artisans du Talangaï des protections qu'ils ont dispatchées à la population. Ils ont communiqué au modèle, selon le modèle de la campagne. C'est un moment où l'union sacrée doit se faire. C'est ce que nous allons suivre d'abord. Nous avions élaboré un circuit qui traverse toutes les circonscriptions de Talangaï, pour ne pas dire tous les 8 quartiers de Talangaï. Aujourd'hui, là, c'est encore un lancement. Nous avons sillonné les artères et nous avons trouvé la population dans la rue. Il faut cette pédagogie. Il faut que nous parlions à la population. Bien, mais nous rencontrons beaucoup de choses, beaucoup de doléances. Les populations parlent à leurs élus. La population, c'est les masques, les gels hydroalcooliques. La population aussi, c'est le vécu quotidien. Oui, confinement, mais qu'est-ce que nous devons manger? Oui, confinement, mais est-ce qu'on ne peut pas accompagner ça des masques? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir ces quelques mesures d'accompagnement? J'avais pris comme une initiative, vous voyez là sur ma table, j'ai fait venir les couturiers. Le masque que je porte ici, vous le voyez, c'est un masque local, fabriqué par les tailleurs chez moi ici. Et voilà, je l'arbore. Et je me sens très bien. Donc, j'ai fait fabriquer ces masques-là que j'ai déjà commencé par distribuer. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a des initiatives qui se prennent partout. Vous venez d'évoquer quelque chose de sacré. Oui. Ce que vous venez de dire, en fait, c'est la nation. Mais quand on a une responsabilité au plus haut niveau de son pays, mais on accepte faire face au danger pour son pays. Absolument. Ce n'est pas uniquement le confort et les honneurs en temps de paix. C'est en temps de crise que l'on démontre qu'on a l'étoffe d'assumer des responsabilités au plus haut niveau dans l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation et des populations. Cependant, nous ne voulons pas aller trop loin. Là-dessus, on aura plusieurs plateaux, effectivement. C'est comme si les organisations sociales s'écroulent. Et le corona permet aujourd'hui de lire les faiblesses, comme vous l'avez dit, les faiblesses de tous les secteurs. Vous avez quelque chose à dire? Alors, je voulais rajouter toujours dans l'union sacrée. Vous savez que nous sommes dans une société en Afrique au Congo, lorsqu'un politique a parlé, lorsqu'un politique vous a rassuré, vous a motivé, la population de se mettre à l'aise. C'est-à-dire une décentralisation des politiques, comme l'a suggéré M. Akwala, c'est-à-dire que les députés vont dans leur circonscription pour rassurer les populations. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a eu juste après? Éduquer les populations. C'est ça la pédagogie. Je vous dis, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait avoir le langage le plus simple et le plus fluide. J'ai une impression chez nous, c'est que la communication est réservée à l'élite. Je vais une parenthèse que je vais faire. Passer à la télévision pour expliquer les mesures drastiques pour respecter le confinement. Adoptant un langage très simple. Ce sont les populations qui me suivent. Moi, j'ai reçu des coups de fil de même monde, M. le président qui m'ont demandé président, que voulait dire grande surface. Président, que voulait dire marché de manioc. Déambulement de la population qui se rapproche sans crainte, qui, même en temps à 20 heures de couvre-feu, les gens passaient de parcelle en parcelle, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas dû à l'ignorance ou au manque d'informations réelles? Voilà le problème. C'est difficile à répondre. Moi, je pense que d'abord, au niveau de la communication, au-delà même d'une communication en temps de crise, c'est une mobilisation qu'il faut susciter.
c'est une mobilisation de la population qu'il faut susciter. Une communication à travers un certain nombre de personnalités, relayée par les journalistes, etc. Et les influenceurs, c'est bien, mais il faut atteindre un niveau de mobilisation générale. Et la population ne peut adhérer à une mobilisation générale, c'est si elle a conscience du danger. Et pour qu'elle ait conscience du danger, un danger qu'elle ne semble pas percevoir ou ignorer parce qu'elle est prise par les besoins de quotidienneté de vie, il faut à ce moment-là une présence permanente. Et notre ami ici qui dirige une ONG est un vecteur d'influence, est un vecteur de communication. Je l'ai dit tout à l'heure, 151 députés peuvent aller dans leur circonscription, les ministres peuvent sortir, aller rencontrer les populations, les chefs des partis politiques. C'est vrai, c'est bien de faire des déclarations bien écrites, etc. Mais nous ne sommes pas dans une situation politique normale. Et le rôle des dirigeants, c'est d'avoir une espèce de capacité à se projeter et à lire l'avenir. Et quand on lit l'avenir, en s'appuyant d'un certain nombre de précédents qui ont cours actuellement dans les grands pays, alors nous, ça va être l'hécatombe. Donc il faut que tout responsable, il n'y a plus d'opposition de majorité. Là, c'est le Congo qui est en danger. Il faut qu'il y ait une union sacrée autour du président, que l'on aime, qu'on n'aime pas, autour du gouvernement, que l'on apprécie, qu'on n'apprécie pas, dirigé par le Premier ministre Mwamba. Moi, je pense, à l'image du Premier ministre qui s'est retrouvé au marché total, il faut que chaque ministre, chaque député, chaque directeur général, chaque citoyen, chaque leader d'opinion essaie à sa manière de se déployer pour dire, chers amis, le pays est en danger. Et c'est en temps de crise que l'on découvre justement la capacité de leadership des uns et des autres. Parce que sinon, on assistera à quoi? Au fait que le pouvoir n'est qu'une vanité et qui révèle nos limites. Lorsque ces situations de difficulté arrivent, où là, il faut franchement mettre sa vie en danger d'une certaine manière. Et ça remet en question l'image éventuellement de nos dirigeants envers la population. Mettre sa vie en danger, ce qu'on appelle vulgairement le patriotisme. Bien sûr. Voilà. En tout cas, nous ne constatons pas ce patriotisme, je me permets de le dire. Je sais combien je travaille avec les politiques, je suis surpris. Bon, je suis ahuri. Vous êtes ça, c'est moi. Voilà, ça, c'est moi. Non, attendez d'abord, nous évoquons la question des partis politiques aujourd'hui. Vous savez, le Congo ne vit que de la politique. Et derrière chaque politique. Dites-moi, quel est le socle idéologique de chaque de ces partis politiques? Voilà, c'est ce que nous constatons maintenant. C'est là qu'on sent la suffisance de nos partis politiques et même de certains leaders politiques. Les forces vives de la nation, c'est devenu un leitmotiv au Congo. Les partis politiques regorgent chez nous. Enfin, il y a des partis qui emballent tous les départements. Et nous parlons maintenant, mettons à profit par exemple le repli identitaire, mettons à profit la fibre tribale, parlez donc à sa souche. Si on l'utilise aujourd'hui, la tragédie politique du Congo, ce sont les leaders des pseudo-partis politiques, je me permets de le dire, qui ont une configuration ethno-régionale. Et c'est ça la faillite des acteurs politiques congolais, et c'est ça qui constitue au fait que nous avons du mal à construire un véritable État et une véritable nation. Donc voilà, je reviens sur c'est que malheureusement, nos leaders des partis politiques se sont définis en tant qu'ambassadeurs de leur département. Je ne parlerai pas de parce qu'ils ne peuvent pas utiliser propriétaires de leur département. Mais c'est ça. Voilà, c'est-à-dire, moi je prends un exemple très simple, j'aime bien le répéter, je m'appelle Kaya Mikala, mon père est Bembe, ma mère est Vili, mais je reçois des appels tous les jours. Regarde ton nom, intègre X parti. On me dit, regarde dans ta mère, intègre X parti. C'est ça la vraie question. Et voilà, en période de crise, comme dit M. Akwana, on devrait voir ces leaders politiques se lever et parler nation. J'ajouterais parler État-nation. C'est maintenant qu'il faut voir les leaders politiques. Lorsqu'il y a des situations au Congo, les gens aiment bien faire un parallèle avec la France. Ce parallèle, pour ma part, doit aussi être fait en suivant les bons exemples. Lorsque la France est frappée par des catastrophes terroristes ou autres, je me rappelle par exemple du cas très illustratif de Charlie Hebdo, il y a une espèce de trêve, n'est-ce pas, politique. La nation se retrouve autour d'un malheur commun. Aujourd'hui, force est de constater, et particulièrement sur les réseaux sociaux, qu'il y a comme une récupération macabre, n'est-ce pas, de cette situation, pour avoir attiré à boulet rouge
sur ceux que l'on considère comme étant des responsables. Grosse erreur. Je veux bien. Effectivement. Voilà, je veux bien. Il y en a qui caressent secrètement l'espoir d'un échec du gouvernement et du président. Je veux même bien si on n'est pas d'accord, il faut être. Ils veulent donner un visage à l'échec. Utilisant ce fléau comme je veux bien. Ils veulent un visage à l'échec. Excusez-moi. Je veux bien que. Permettez. Je veux bien que le coronavirus révèle quelques faillites ou quelques défaillances structurelles, etc. Mais nous devons tirer les leçons. Pour l'instant, et dans l'urgence qui est la nôtre, ces partis politiques devaient justement être des véritables vecteurs de communication pour un combat commun. Parce que ce coronavirus ne choisit pas, n'est-ce pas, l'appartenance politique de ses victimes, ne choisit pas l'appartenance sociale de ses victimes. Est-ce que ce n'est pas justement une révélation de la limite de ces partis politiques? Mais très certainement, parce que de leur famille. Je me rends compte que nombre... purement sociologique. Effectivement. Je me rends compte que nombre de ces acteurs politiques se révèlent être joués des croque-morts, se révèlent être joués des véritables charognards, parce qu'ils sont dans des spéculations, n'est-ce pas, qui prendrait le sens d'un succès politique escompté du fait de la multiplication éventuelle du nombre de victimes, ignorant que l'une des victimes pourrait être sa propre maman, l'une des victimes pourrait être sa propre épouse, tout au moins lui-même. Raison pour laquelle il faut que l'on insiste. Excusez-moi, je ne sais pas si le développement, n'est-ce pas, de votre programme va me permettre d'aborder cela. Mais je vous en prie. On est à la fin. Bon. On est à la fin. En tout cas, avant de continuer, il y a un SOS qui est lancé, la couche la plus fragile, les retraités. De vouloir plonger un regard et dans leur confinement, c'est des gens qui sont exposés à la maladie partout dans le monde, ils ont toutes les maladies de la vieillesse. Donc, quelles conditions vivent-ils? Alors, qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales peut faire pour eux? En tout cas, c'est un SOS, nous les avons visités. Nous allons suivre à présent le syndicat des retraités de la CREF. Aujourd'hui, le chef de l'État a instruit le gouvernement pour que des mesures de barrières sanitaires soient prises. Mais comment est-ce que nous allons appliquer les mesures sans que nous ayons les moyens? Nous n'avons pas les moyens. On ne nous paye pas les pensions. Nombreux sont ceux qui n'ont pas perçu leur pension, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. Alors que nous sommes en période de crise, ça c'est même une guerre. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La personne la plus vulnérable, ce sont les retraités, parce que vous suivez cette pandémie, et les frappe les plus âgés. Les plus âgés, ce sont les retraités qui sont sur un terrain déjà fragilisé par toutes les pathologies. Toutes les pathologies, vous avez des diabétiques, vous avez ceux qui portent des prostates, ils ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, comment on fait? Donc on abandonne cette couche-là. Et nous disons que le confinement ne concerne que ceux qui sont en activité ou ceux qui sont les mieux nantis. Mais les retraités ne peuvent pas observer le confinement. Ils vont l'observer comment? Donc voilà pourquoi nous interpellons forcément le chef de l'État, le gouvernement, pour que des moyens additionnels soient donnés au DG de la CREF, pour qu'on paye les retraités, pour qu'eux aussi puissent observer les mesures de confinement et respecter les mesures sanitaires éditées par le chef de l'État.